Moi, à chaque fois que j'ai entrepris ou démarré des projets, la première chose que j'ai fait, c'est les 100 interviews, quoi. C'est 100 interviews, donc c'est un peu la théorie des Miller, quoi. Les 100 interviews de femmes et hommes qui sont dans ce secteur. Et donc moi, j'avais rencontré au début de Résilience 100 patients, et puis on avait fait ça avec Jonathan, et 100 professionnels de santé pour essayer de comprendre un tout petit peu l'écosystème et quel est le pain point ou les pain points qu'on peut adresser, résoudre. C'est curieux cette méfiance autour de l'investissement financier. Alors qu'investir est tout simplement incontournable pour construire le monde de demain, quelle que soit la manière dont on l'imagine. Et vous savez quoi ? Prendre conscience de cette réalité, c'est déjà apporter une première pierre à son édifice. Bonjour, je suis Aurore Perrin et mon objectif avec Just Focus, c'est de mettre en lumière le pont entre des investisseurs qui ont des idées, des projets, des convictions et leurs investissements qui sont un moyen de créer un futur qui leur ressemble. En proposant un nouveau rapport à l'argent, aussi exigeant sur sa performance que sur son sens, Just Focus est une invitation à passer à l'action. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Céline, ou plutôt devrais-je dire d'être reçue par Céline, qui nous fait l'honneur de nous recevoir chez elle. Bonjour Céline et merci pour ton invitation. Bonjour. Lors de nos entretiens de préparation, tu m'as dit que tu ne voulais pas que nous revenions sur les histoires du passé. Mais par souci de contextualiser l'entretien pour nos auditeurs, je reviens brièvement sur ton parcours d'entrepreneur, qui est, disons-le, exceptionnel. Suite à tes études d'ingénieur et de commerce, tu as créé Litchi en 2008, le site internet de cagnotte en ligne, alors que tu avais seulement 26 ans, puis 5 ans après MangoPay, solution de paiement sur Internet. Tu cèdes le groupe à Arkea en 2015 et quittes sa direction en 2019. Je m'arrête là pour tenir ma promesse et nous concentrer sur la suite de ton parcours, mais je te demande quand même, est-ce que j'ai bien résumé ? Parfait, absolument parfait. C'était 2009, mais effectivement, comme je suis sortie de mes études en 2008, j'ai commencé à travailler bien avant la création effective de Litchi. Donc c'est une belle histoire et aventure qui a duré plus de 10 ans. Et est-ce que tu avais d'autres choses que tu voulais nous dire pour te présenter ? Non, si ce n'est qu'effectivement, moi, ce qui me passionne, c'est de construire et d'inventer des produits et des services qui n'existent pas et idéalement qui améliorent un peu la vie des autres. Il y a autre chose que j'ai pas mentionné dans ton introduction, mais qui me semblait intéressant de mentionner, notamment parce qu'on est le 8 mars, c'est ton engagement pour les femmes dans l'entrepreneuriat. Et alors j'avais envie de commencer par là, à cette occasion. C'est quoi être une femme entrepreneur ? C'était quoi il y a 10 ans, il y a 15 ans ? C'est quoi aujourd'hui ? Est-ce que tu observes une évolution ? Et qu'est-ce qui a changé ? Alors, je ne sais jamais répondre à cette question parce que comme je n'ai pas été un homme à un moment donné, j'ai peu d'éléments de comparaison. Mais en tout cas, j'ai la sensation qu'il y a effectivement de la place pour celui ou celle qui veut entreprendre, malgré parfois certains clichés ou attentes où on va imaginer que le dirigeant est un homme plutôt d'un certain âge, certain type de diplôme et avec un certain morphotype. Mais somme toute, il y a aussi de la place à celles et ceux qui ont envie d'entreprendre et qui voient l'entrepreneuriat comme un moyen d'exprimer une idée, un rêve, une ambition, la compréhension d'une attente d'un marché. Voilà. Et puis, probablement qu'entre le moment où j'ai démarré et aujourd'hui, il y a quand même plus de femmes entrepreneurs. Je crois que c'est ce que aussi disent les chiffres. Plus d'équipes mixtes. Et c'est plutôt pour le mieux. Tu as toujours travaillé avec des équipes mixtes, toi ? J'ai créé Litchi toute seule. Ensuite, je me suis associée tardivement avec un de mes amis d'enfance, Romain, qui m'a rejoint après 2 ans. Donc oui, par défaut, quand on est une femme, on est habitué dans les métiers, en tout cas de la tech, à travailler en mixité. Oui, c'est sûr. Et on peut en parler rapidement, mais je sais que tu fais aussi partie d'un collectif qui s'appelle le collectif Sista, qui s'intéresse beaucoup à ces questions, notamment parce que, si j'ai bien compris, le financement pour les startups montées par des femmes est plus compliqué. Est-ce que c'est quelque chose dont tu peux nous parler aussi ? Oui, bien sûr. En fait, on a créé Sista avec Tatiana et Valentine fin 2018, basé sur le constat de nos propres investissements en tant que business angel, puisque quand j'ai vendu Litchi en 2015, j'ai eu la chance de pouvoir à mon tour investir dans d'autres projets. Et naturellement, j'ai investi dans des projets créés par des femmes, créés par des hommes et puis créés par des équipes mixtes, sans me poser plus la question que ça du genre du porteur de projet. Et en fait, assez rapidement, Tatiana et Valentine avaient fait un peu le même constat. C'est que
Nous, on avait un certain nombre de femmes et d'équipes mixtes dans notre portefeuille comme Business Angel. Et ces femmes, elles trouvaient souvent qu'elles avaient plus de difficultés à lever des fonds, à trouver des financements, à parler à des fonds d'investissement, à être prises au sérieux. Et donc, on s'est dit, il faut compter les femmes pour que les femmes comptent. Et le constat était assez drastique. J'ai pris un fichier Excel, j'ai fait le tour de tous les fonds d'investissement que je connaissais, français, les plus importants. Et puis avec Crunchbase, en regardant les prénoms des dirigeants pour chaque entreprise qui avait été financée par des fonds, on en a déduit approximativement le genre. Et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait très peu d'équipes mixtes ou d'équipes féminines particulièrement financées. Et du coup, on a fait appel au BCG en leur disant peut-être qu'on pourrait mener cette étude ensemble. Ils ont refait le même travail de façon européenne. Et on est arrivé à ce constat que seulement 2,5-2,6% de l'argent du capital risque en France et globalement en Europe allait à destination des équipes féminines. À peu près 10% pour les équipes mixtes et donc à quasiment 88% pour des équipes uniquement masculines. Sur une base entrepreneuriale où on a à peu près quoi comme ratio de... Et donc, alors a priori, il y a à peu près 15% de femmes entrepreneurs. Donc il y a un vrai décalage. Et effectivement, nous, on ne cherche pas à surpondérer les femmes financées, mais en tout cas à faire en sorte qu'il y ait autant de femmes entrepreneurs que de femmes financées, ce qui serait logique. Et donc on a essayé de comprendre quels étaient les biais intellectuels qui pouvaient amener au fait que, bien qu'il y ait des femmes entrepreneurs, elles soient soit moins financées, soit dans de moins bonnes conditions. Et c'est là qu'on a fait le constat que le problème il était plutôt systémique parce que souvent on dit ah oui mais les femmes elles n'ont pas assez confiance en elles, les femmes elles demandent pas assez. Non mais en fait le problème des femmes c'est la société, c'est la façon dont on a construit le rapport à l'entrepreneuriat parce que c'est vrai que dans l'inconscient collectif on va imaginer qu'un dirigeant, comme je le disais tout à l'heure, est un homme blanc, quadragénaire ou quinquagénaire qui a fait une grande école de commerce et qui parle de façon agressive. Et donc c'est ce travail-là qu'on essaye de déconstruire par plusieurs biais. D'abord en essayant de sensibiliser aux biais inconscients. Donc il y a des tests, par exemple, qui sont accessibles dans la bulle de débiaisement de Sista, qui sont les tests de l'université d'Harvard, qui permettent en fait à chacun de se tester en fonction de biais. Et on a tous des biais inconscients qui sont induits par notre éducation, par des tas de facteurs acquis et puis probablement un peu innés aussi. Et donc il faut déjà être conscient de ces biais. Ensuite, on a beaucoup sensibilisé aussi les équipes de financement à eux-mêmes être une équipe mixte parce qu'en fait, par nature, on va aller vers ceux qui nous ressemblent. Et donc, s'il n'y a que des hommes blancs dans la pièce, eh bien, naturellement, ils auront plus par ressort humain de compréhension de la personne qui leur ressemble. Et c'est normal. Et donc, il faut des équipes mixtes et diverses au sein des fonds d'investissement. Et pas uniquement la personne qui est en charge du marketing ou de la com, mais de ceux qui décident de l'investissement. Et puis, ensuite, d'essayer de sensibiliser à pourquoi, quand une femme rentre dans la salle, on va plutôt, et ça c'est des choses qui ont été bien démontrées aussi, lui poser des questions qui diffèrent des questions qu'on va poser à un homme. Et donc souvent, on va inconsciemment mettre une femme dans une situation de difficulté, là où on va plutôt mettre en avant un homme. Donc on va poser à un homme des questions sur ses réussites passées, sur son ambition, sur les investissements qu'il a envie de faire. Là où on va demander à une femme entrepreneur qu'est-ce qu'elle a raté dans sa carrière précédente, quelles sont les différentes dettes que la société a et les risques potentiels. Et donc ça fait que du coup, les financements des femmes entrepreneurs sont moins nombreux et en plus petit volume financier également. Donc c'est tout le travail de Sista, est un travail de sensibilisation de l'écosystème depuis quelques années maintenant. Passionnant. Et merci pour cette activité, du coup, qui est effectivement hyper importante. Un autre sujet sur lequel tu as amplement contribué, qui est en plus assez récent, c'est le Parental Act. Alors, peut-être que déjà tu peux nous raconter la genèse du Parental Act et ce que ça a eu comme conséquence, parce que tout le monde ne le sait peut-être pas. Et puis, je serais curieuse aussi de savoir si il y avait une autre mesure que tu pouvais mettre instantanément en place, notamment pour ces sujets d'égalité homme-femme. Qu'est-ce que tu voudrais mettre en place aujourd'hui ? Alors, le Parental Act, en fait, l'histoire est née de mon histoire personnelle. J'ai donné naissance à mon fils en février 2019. Et à ce moment-là aussi, je suis sortie de l'opérationnel de Litchi et Mangopé. C'était le bon timing pour faire les deux en même temps. Et à cette époque, le congé paternité durait 9 jours.
Et c'est vrai que du coup, mon conjoint est assez vite retourné travailler. Et je me souviens de m'être dit, mais en fait, c'est ça, être mère, c'est se retrouver toute seule à la maison quelques jours après avoir donné naissance. Il se trouve que j'avais une césarienne, donc j'avais du mal à me lever. Et donc je me suis sentie quand même très seule et j'ai envoyé un texto à toutes mes copines maman en leur disant, mais pourquoi vous m'avez pas dit, quoi? C'est quoi cette arnaque? Et il se trouve que dans le passé, j'avais mis en place un congé paternité plus étendu chez Litchi et Mangopé, qui était venu un peu dans une discussion un soir à l'apéro avec des collaborateurs et des collaboratrices en se disant mais en fait si on veut que les choses changent, il faut aussi que les papas puissent être plus longtemps à la maison quand le bébé arrive. Et donc on avait mis en place un congé paternité d'un mois, ou congé de deuxième parent d'ailleurs, d'un mois rémunéré à 100% par l'entreprise. Et c'est vrai que quand moi je me suis retrouvée du coup maman, je me suis dit mais enfin c'est complètement absurde parce que je suis seule à la maison alors que dans la boîte que j'ai créée, tous les papas ou deuxièmes parents ont un congé paternité. Et donc en fait pour que moi je puisse en bénéficier, il faut que tout le monde en bénéficie. Et donc ça a été la première prise de constat. Je savais que le gouvernement réfléchissait à ces questions, ils avaient même chiffré le coût d'un congé paternité. Ils avaient aussi parfois considéré certains politiques, on va dire, que c'était trop élevé, puisque en fonction des conditions, ça pouvait aller de 500 millions à 1 milliard annuel, mais on n'avait pas non plus chiffré l'impact positif du fait d'avoir un congé paternité. Ça, c'était le constat et la situation dans laquelle on était. Et puis, on va dire, la réflexion a fait son chemin, et je me suis dit, mais comment faire en sorte que les pouvoirs publics n'aient pas le choix? Et la meilleure façon, c'était la mobilisation citoyenne. Et moi, celle que je connais, c'est la mobilisation des entrepreneurs. Et du coup, avec deux autres entrepreneurs, Thibaut Lantier et Isabelle Rabier, je leur ai proposé qu'on écrive une tribune et qu'on partage avec nos collaborateurs entrepreneurs et qu'ils puissent eux-mêmes signer la tribune en s'engageant à faire exactement ce que moi j'avais fait chez Litchi et Mango, c'est-à-dire proposer un congé paternité ou deuxième parent d'un mois minimum et rémunéré à 100%. Et on s'était donné pour objectif de réunir 100 entreprises pour que ce soit assez symbolique. On a lancé la tribune en janvier 2020. Juste avant le Covid, avec un site internet qui s'appelait donc le Parental Act, où d'autres entreprises pouvaient nous rejoindre et s'engager à appliquer ce congé paternité. Et c'est vrai que ça a fait un effet assez impressionnant. Déjà, il y avait eu beaucoup de... Enfin, je remercie nos collaborateurs entrepreneurs d'avoir accepté de signer tout de suite des boîtes comme Alan, comme Blablacar. Enfin, voilà, presque toutes les boîtes de la tech nous ont dit oui tout de suite, alors que c'était un coût assez important. Il y avait des boîtes plus grandes comme BETC, comme Believe, qui nous ont aussi dit OK, on s'embarque dans l'aventure. On a lancé la tribune dans les Échos et en quelques semaines, on était passé de 100 à 400 entreprises qui s'étaient engagées, de boîtes qu'on connaissait pas. Il y avait l'Occitane notamment, enfin des grands groupes qui s'étaient dit mais oui, on le fait banco. Et puis le timing était à la fois terrible et en même temps très bon parce qu'il était très mauvais parce que c'était le Covid et donc il y avait d'autres choses qui animaient la sphère médiatique. Et en même temps, en fait, dès qu'il y a eu la sortie de la première vague, je crois qu'il fallait aussi donner une sorte de renouveau politique. Et donc, ça a été, je pense, une opportunité pour nous et pour le Parental Act de devenir une réalité pour toutes et tous. Et donc, en septembre, l'Élysée m'a appelée en me disant en fait, on a vu ce que vous avez fait avec le Parental Act. On veut l'appliquer exactement dans les conditions que vous avez proposées. En fait, pour nous, c'était idéal de voir que la société était prête et que déjà des dirigeants étaient prêts à se mobiliser. Et donc, si ça vous dit, la semaine prochaine, vous venez avec le président annoncer à Longjumeau que le congé paternité va être étendu d'un mois et puis rémunéré à 100%. Donc, je dis banco. Et après, effectivement, le projet de loi est passé à l'Assemblée et ça a été mis en place depuis juillet 2021, du coup. Oui, j'ai effectivement quelques amis qui en ont bénéficié. Moi aussi. Et c'est vrai que c'est... merci, et je pense que je te remercie aussi en leur nom, parce que je trouve que ça a fait déjà énormément de bien. Pour avoir mes 2 enfants avant 2021, j'avoue que je vois la différence. Et, j'imagine que le avant et le après. Après, moi, je trouve que c'est pas suffisant, mais que c'est déjà un premier pas. Évidemment, ce que j'aimerais, c'est qu'il y a un tronc commun de congé maternel et congé paternel, et puis ensuite des semaines qui puissent être réparties entre l'un et l'autre, ce qui est un modèle qui existe pas mal dans
les pays nordiques, parce que c'est vrai que le grand sujet, c'est vis-à-vis d'un employeur, tant que les femmes passeront plus de temps dans le congé maternité que les hommes en passent, il y aura une inégalité à l'embauche. Et quelque part, en fait, on ne peut pas tant blâmer que ça l'employeur qui veut, lui, maximiser le temps que les collaborateurs et collaboratrices peuvent passer dans l'entreprise. Donc, c'est une injustice que la société doit pouvoir corriger. Et donc, si tu avais une autre mesure que tu pouvais faire passer un peu sur ce modèle-là, est-ce que tu as d'autres combats que tu aimerais mener aujourd'hui, un en particulier ? Avec le temps, je me suis rendu compte, évidemment plus jeune, j'étais contre les quotas, j'étais probablement naïve et donc aujourd'hui, je suis assez fière de me dire que je suis une femme quota puisque je suis administratrice de 2 sociétés, dont une qui était cotée et qui ne l'est plus, et puis une société publique qui est la SNCF. Et donc, en fait, je pense que si je suis là, c'est aussi grâce à la loi Copé-Zimmermann. Et donc, j'ai vu les bénéfices des quotas. Et donc, c'est vrai que la loi sur les quotas liés au COMEX ou au comité de direction d'entreprise, j'y suis sensible. C'est un effort qui a été démarré par la députée Marie-Pierre Rixain, mais qu'on doit pouvoir prolonger. Et au moins, ce que j'aimerais, c'est que les boîtes qui touchent de l'argent public, notamment les boîtes de la tech qui touchent l'argent de la BPI, soient exemplaires en termes de parité dans leur conseil d'administration et aussi dans leur comité de direction. Bonne idée à pousser. Ah ouais. Parce que par exemple, les boîtes de production qui touchent de l'argent du CNC ont l'obligation de faire passer aux dirigeants et à l'équipe assez élargie, je crois, du tournage, une formation sur la parité, l'égalité femmes-hommes. Et donc moi, je trouve ça génial et je comprends pas qu'on fasse pas la même chose dans le secteur de la tech. Quelque part, si tu veux de l'argent public, oui, tu dois être exemplaire dans ta façon de diriger ton entreprise. Il y a un autre sujet dont je voudrais qu'on ait le temps de parler aussi aujourd'hui, c'est Résilience, que tu as créé en 2021. J'aimerais que tu nous dises pourquoi ce projet, en quoi ça consiste et où est-ce que vous en êtes aujourd'hui. Absolument. Résilience, c'est une société de télésurveillance en oncologie qu'on a créée avec Jonathan, mon associé, en 2021, donc il y a pile 3 ans. Et on s'est associé à l'hôpital Gustave Roussy, qui est le 3e centre de recherche mondial en cancérologie. On a repris des travaux d'une étude randomisée de phase 4 qu'ils avaient fait sur 800 patients qui a prouvé les bénéfices de la télésurveillance pour les patients atteints de cancer. La télésurveillance, c'est un principe qui est assez simple, c'est la surveillance de patients à distance, parce qu'il faut savoir qu'en fait, 97% du temps, un patient, il est en dehors des yeux de l'équipe qui le soigne et qui l'accompagne. Et c'est d'autant plus vrai aujourd'hui que le cancer est en train de devenir une maladie chronique, c'est-à-dire une maladie avec laquelle on peut vivre longtemps. Et puis, les traitements ont aussi évolué, donc il y a beaucoup de traitements oraux, quasiment la moitié. Donc le patient n'a pas besoin d'être à l'hôpital, ou en tout cas, il peut suivre son hospitalisation à domicile ou en ambulatoire, c'est-à-dire qu'il va à l'hôpital la journée et puis qu'il rentre chez lui. Mais donc, il y a pas mal d'effets secondaires induits par les traitements qui doivent être bien gérés, parce qu'il peut y avoir des risques de complications ou de rechute ou d'arrêt du traitement. Ce qui est le cas aujourd'hui dans 30% des cas, les patients sont ce qu'on appelle non observants à leur traitement, à cause des effets secondaires qui sont mal pris en charge. Et donc, malheureusement, c'est des pertes de chances de vie pour le patient s'il ne prend pas son traitement dans le dosage où il devrait le prendre. Et donc, la télésurveillance, ça permet le suivi de ces effets secondaires à distance des patients et patientes grâce à un système de formulaire qui est envoyé toutes les semaines aux patients. Donc, il y a plusieurs impacts de la télésurveillance. D'abord, un impact sur la qualité de vie des patients qui déclarent une meilleure qualité de vie parce qu'ils se sentent mieux pris en charge avec une sorte de lien transparent entre eux et leur équipe de soins grâce à l'intermédiaire de Résilience. Un impact sur les effets secondaires, moins d'effets secondaires des traitements parce qu'en fait, ils sont pris en charge plus tôt par l'équipe de soins. Un impact qu'on appelle médico-économique, donc ça veut dire qu'il y a moins de venues aux urgences ou d'hospitalisations non prévues. Et puis un impact purement médical, c'est-à-dire une amélioration de la dose intensité relative, donc c'est la dose de traitement que le patient peut recevoir, il peut en recevoir plus, et donc a priori un impact sur la survie, qu'on n'a pas nous directement démontré, mais qui avait été démontré par un chercheur qui s'appelle Ethan Bash. Des patients télésurveillés, a priori, ont un allongement de la durée de vie d'au moins 6 mois. Donc c'est assez génial de se dire que le digital peut complètement mieux soigner des patients et patientes atteints de cancer, sans même avoir le moindre effet secondaire, puisqu'on est une sorte de médicament sans aucun effet secondaire. Donc voilà ce que fait Résilience. On a démarré avec Jonathan il y a 3 ans. Jonathan, il est entrepreneur comme moi. Il avait monté une boîte dans les RH qui s'appelle PeopleDoc. On a à peu près le même âge, on a eu des parcours assez similaires. Et puis on s'était retrouvés pendant le Covid, tous les deux
à la retraite, ou en tout cas dans une phase de nos vies où on était moins opérationnel. Et on a participé ensemble à la création d'un collectif qui s'appelait Protège ton soignant, qui a duré 5 mois et dont l'objet était d'acheter du matériel médical pour le donner aux établissements de santé qui en avaient le besoin. Et comme la première vague du Covid a été d'une ampleur inattendue, ce mouvement aussi, et on s'est retrouvé avec 200 bénévoles, on a collecté 7,4 millions et on a aidé 400 établissements en France, principalement à Malte et en Corse aussi. Et donc ça nous a donné tous les deux envie de réentreprendre, de le faire ensemble et de le faire dans le secteur de la santé, puisqu'on s'est rendu compte qu'avec un simple formulaire en ligne, on pouvait aider des établissements et aider des patients. Donc ça nous a donné envie. On a rencontré Gustave aussi. Ils nous ont parlé de cette étude sur la télésurveillance et on s'est dit, banco, nous ce qu'on sait faire, c'est industrialiser, rendre digital. Et donc aujourd'hui, 3 ans plus tard, Résilience a une file active de 7000 patients et on est déployé dans 80 établissements en France et en Belgique. Okay, c'est énorme. Comment ça fonctionne pour un patient exactement? Il a une application qui télécharge? Le fonctionnement est assez simple. Donc, nous, on déploie au sein des établissements et l'oncologue va prescrire Résilience. On a un dispositif médical de classe 2A remboursé par la sécurité sociale, qui est pris en charge à 100%. L'oncologue prescrit Résilience au patient. Il y a une infirmière ou un infirmier qui fait ce qu'on appelle une inclusion du patient. Et ensuite, le patient, il a son application sur son téléphone. Toutes les semaines, il va remplir ces questionnaires dont je vous ai parlé, qui sont des questionnaires d'une dizaine de questions. Ça prend 1 à 2 minutes maximum à remplir, qui leur permet de transmettre à leur équipe de soins les effets secondaires, toxicité, constante vitale. Et nous, on a des algorithmes développés, basés sur les travaux de Gustave Roussy, qui nous permettent de grader des alertes et des effets secondaires, et donc de donner un logiciel à l'équipe de soins qui leur permet de suivre leur cohorte de patients et de voir les patients où il y a des alertes ou des risques plus importants qu'il faut adresser. Et donc ensuite, ils font du réadressage, ils rappellent le patient si nécessaire, où ils leur disent tout va bien, c'est normal, au 8e jour de telle chimiothérapie, d'avoir des vomissements, ça ira mieux dans 48 heures. Et voilà quelques conseils qui peuvent vous aider. Donc le système est vraiment très simple, adapté à une population de patients qui est en moyenne âgée de 70 ans. Donc on a une équipe vraiment attentive à l'expérience utilisateur et au type de développement, de contenu et de programme qu'on fait pour les patients, et avec un taux de satisfaction très élevé des patients, puisqu'on a un NPS de 67, ce qui est très très important, quand on sait que généralement à partir de 20 à 30, le NPS est considéré comme étant bon, et à partir de 70 comme étant classe mondiale. Donc en tout cas, l'impact sur les patients est très positif, et on reçoit aussi beaucoup de feedbacks qui sont extrêmement touchant, je dirais, et émouvant, de patients et patientes qui nous disent se sentir mieux et mieux accompagnés parce qu'ils ont Résilience dans la main. Et après, sur l'application, ils peuvent aussi retrouver du contenu qu'on appelle d'éducation thérapeutique. Donc, c'est du contenu produit par Résilience, des podcasts, des vidéos, des articles de vulgarisation scientifique, et également des soins de support qu'on développe digitaux. Donc, on a un programme de yoga, un programme de méditation, un programme d'activité physique adaptée, et puis on a plusieurs thérapies brèves, donc des thérapies cognitives, comportementales et émotionnelles, une sur l'anxiété et sur la fatigue, qui sont disponibles dans l'application, qui permettent d'améliorer la qualité de vie des patients. Et un patient à qui on n'a pas prescrit ça peut pas y avoir accès? Alors, on avait comme un fondement de départ avec Jonathan l'ambition et l'envie que Résilience remplisse une mission plus grande que nous. Et donc, Résilience étant une entreprise à mission, on s'est donné pour objectif que tout le contenu qu'on produit soit disponible gratuitement en ligne. Donc, les patients qui ne sont pas télésurveillés par Résilience peuvent quand même télécharger l'application et retrouver toute la partie de contenu d'éducation thérapeutique et tous les soins de support qui sont gratuits. Et c'était important pour nous de rendre accessible l'excellence médicale et accessible à tous et toutes. Et vos projets aujourd'hui, est-ce que vous êtes uniquement en France ou... On est en France et en Belgique. Et en Belgique, et vous avez vocation à vous développer à l'étranger? Il y a d'autres structures comme la vôtre qui font ça à l'étranger ou... Alors, il y a des systèmes différents parce que les régulations sont différentes. Nous, on a pris le pari, puisque le modèle français s'y prêtait bien, de prétendre à un remboursement, ce qui est le cas depuis maintenant la fin d'année dernière. On a obtenu un avis favorable de la HAS, donc de la Haute Autorité en Santé, qui nous permet d'avoir une vision pérenne, puisqu'on est remboursé ce qu'on appelle en nom de marque. Donc, c'est finalement un peu comme un pharma qui met un médicament sur le marché. Donc, les processus de validation sont assez similaires. Et donc, nous, on est
remboursés par notre dispositif médical. Certains marchés européens fonctionnent de façon similaire, d'autres de façon très différente. Donc, il faut qu'il y ait une adaptation locale en fonction des marchés. Le modèle allemand est en train d'évoluer vers le modèle français. Il faut dire qu'on est assez innovant puisqu'on est un des premiers pays, en tout cas, à appliquer et rembourser la télésurveillance. Et donc, petit à petit, on dépose des dossiers de demande de remboursement dans différents pays à l'international. C'est particulier pour toi parce que tu avais déjà eu un très beau succès entrepreneurial. Là, tu te relances. C'est, j'imagine, un moteur qui est différent. C'est à la fois un investissement et une création d'entreprise. Enfin, je trouve qu'il y a une dimension qui est un peu différente dans ton approche parce que tu as, je pense, davantage envie d'avoir quelque chose qui a encore plus de sens pour toi, de marquer. Quel rapport tu as à la réussite de Résilience, à la rentabilité? Ça serait quoi Résilience qui réussit pour toi? Alors, c'est vrai que quand on a redémarré avec Jonathan ensemble, on s'est dit, il y a des choses qu'on a envie et d'autres un peu moins. Et je crois que le fait d'avoir déjà eu une expérience passée l'un et l'autre de nos côtés nous a amené à avoir énormément d'ambition, qu'elle soit le plus saine possible. Et c'est un super driver. Et on a cette chance d'être moins, je trouve, dépendant, de se dire faut que ça marche, il faut que je fasse mes preuves. Voilà. Donc on est très dédiés et l'un et l'autre au projet. Après, on a aussi accepté tous les deux qu'on reprenait la ligne de départ, qu'on se remontait les manches et puis que tout ce qui était passé et qu'on reprenait aux mêmes conditions que les uns et les autres, avec la chance d'avoir plus de facilité à lever de l'argent, puisque c'est vrai qu'on a levé 47 millions d'euros, ce qui est beaucoup d'argent, en 6 des séries A en quelques mois. Donc ça nous a donné beaucoup de moyens pour développer Résilience. Mais on le fait en se disant que on redémarre comme les uns et les autres. Et je crois avec encore plus de confort mental parce que on est encore plus ambitieux et avec une volonté encore plus grande de réussir. Et après, moi, c'était un peu la question que je me posais et qu'on m'a souvent un peu posée du risque du mauvais deuxième album, quoi. Et de se dire, quelle est ma motivation quand, en fait, finalement, elle est moins financière qu'auparavant. Alors, évidemment, quand j'ai commencé Litchi et Mangopé, ma première motivation, c'était pas de gagner de l'argent. Mais aujourd'hui, maintenant que ça a été le cas, du coup, qu'est-ce qui me motive et qui me fait lever tous les jours? Et donc, c'est vraiment la passion de ce que je fais et qui est vraiment dévorante je trouve, l'impact qu'on peut avoir et qui nous porte beaucoup, je le disais, sur les retours satisfaisants des patients, satisfaits plutôt des patients et des patientes, des soignants, et de voir l'impact réel qu'on a. On a des dashboards qui nous permettent de suivre, par exemple, les impacts médicaux éco sur nos patients et patientes. Et quand moi, je vois la gradation des effets secondaires des patients qui s'améliorent parce qu'ils ont été pris en charge, parce que Résilience a donné l'alerte à l'équipe de soins, je me dis, au moins ça, on l'a réussi. Et puis, quand l'HAS a rendu son dossier et a écrit noir sur blanc que la prise en charge proposée par Résilience était supérieure à la prise en charge conventionnelle pour tous les patients atteints de cancer en France, et on s'est dit que ça, au moins, on l'avait laissé à la société et qu'après, ce serait Résilience ou une autre boîte. Mais en tout cas, on a fait ce pas. Et donc, c'est vrai que ça nous porte beaucoup. Merci beaucoup. Je sais aussi que le sujet de l'investissement dans la santé, là, ton investissement personnel, il va encore plus loin. On va accueillir Rémi Douchet pour en parler. Bonjour Rémi, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Aurore. Bonjour Céline. Je voulais revenir sur des investissements que tu as mis en œuvre après et en même temps que Litchi. Et nous, on accompagne pas mal d'entrepreneurs et c'est pas commun de voir des succès très importants ça arrive, mais en tout cas, il me semble que tu as investi dans plusieurs entreprises qui sont devenues des succès phénoménaux. Et je voudrais savoir s'il y a une secrète sauce, que tu nous partages cette sauce magique. Comme tu le sais, moi, ce qui m'intéresse, c'est les porteurs de projets, donc les femmes et les hommes qui entreprennent. Et je crois que c'est ça qui m'attire et qui me donne envie. Donc c'est vrai que j'ai eu pas mal de chance sur les investissements que j'ai faits. Je pense que les meilleurs investissements que j'ai faits, c'est quand je comprenais bien le secteur d'activité, en plus d'être très attirée par la personnalité de l'entrepreneur. Et donc, j'ai fait de très bons investissements dans les fintech et dans les health tech, qui sont les deux métiers que je connais un peu moins mal que le reste. Voilà, mais c'est vrai qu'en tout cas, ce qui m'attire, c'est toujours des personnalités, des gens à qui j'ai envie d'apprendre. Et c'est plus facile quand c'est dans un secteur que je maîtrise et que je comprends bien. Ouais. Et donc aujourd'hui, pour prolonger ce que tu viens de dire,
tu investis pas mal dans le secteur que tu connais, donc dans le health tech. Ouais. Ce qui m'intéresserait, moi, c'est de mieux comprendre ce que tu recherches en dehors du fait d'investir dans les projets que tu accompagnes. Est-ce que c'est de la veille? Est-ce que c'est de l'accompagnement, du give back? Et aussi, ceux que tu accompagnes, alors on a peut-être l'occasion d'en discuter juste après, retirent en fait de ta présence à leur capital. Alors, ce que moi je recherche, c'est effectivement des femmes et des hommes avec qui je peux apprendre et débattre de l'évolution, on va dire, du secteur de la health tech, puisque aujourd'hui j'ai fait le choix de n'investir que dans la health tech ou quasiment que dans la health tech. Et donc, voilà, c'est de pouvoir apprendre aux côtés de d'autres entrepreneurs qui sont en train, comme on le fait avec Jonathan, de déchiffrer et défricher un secteur encore aux portes de l'innovation, puisque le secteur de la santé, il est encore très artisanal finalement. Donc oui, c'est une curiosité intellectuelle, c'est un nouveau secteur que j'apprends à connaître par le biais de ces entrepreneurs. Et puis, c'est aussi pouvoir échanger. On l'a fait beaucoup avec Cécilia et avec Antoine Demey, que j'ai financé, avec lesquels il y a aussi des parallèles avec Résilience sur l'approche vis-à-vis de leurs utilisateurs et nous de nos patients, sur la réflexion qu'on peut avoir. Et donc même au-delà de nous, c'est aussi nos équipes qui ont passé pas mal de temps ensemble. Je l'ai fait beaucoup aussi avec Alan, avec Jean-Charles, avec Clément de Synapse, avec les fondateurs de Lifeease. Enfin voilà, c'est vrai que ça m'est plus facile parce que c'est des secteurs du coup que je comprends mieux, parce que soit ils sont dans des approches similaires, soit ils sont dispositifs médicaux comme nous, ce qui est le cas de Lifeease par exemple. Donc en tout cas, on a les mêmes problématiques au quotidien. Donc c'est vrai que je recherche plutôt ce type-là de projet. Et puis ce qui m'attire, je crois que c'est quand même vraiment toujours des personnalités d'entrepreneurs. C'est des gens qui ont les yeux qui pétillent, qui ont la foi pour ce qu'ils sont en train de faire, parce que c'est quand même l'entrepreneuriat, 99% de transpiration et 1% de génie. Donc faut trouver ceux qui aiment bien transpirer, quoi. Merci beaucoup. Est-ce que puisque tu accompagnes un certain nombre de projets et qu'il y en a que tu accompagnes et que d'autres que tu n'accompagnes pas, en dehors de la vibration et des personnes que tu rencontres et de l'envie que tu as de les accompagner financièrement ou en tout cas même humainement, est-ce que tu constates qu'il y a des évolutions en France, puisque en fait Résilience maintenant ça a 3 ans, le marché il évolue, les projets que tu vois passer, t'en vois passer un certain nombre, est-ce que tu constates des évolutions de maturité des équipes ou de prise de conscience des fonds d'investissement sur ces sujets? Est-ce qu'il y a des sujets que tu pourrais nous partager sur ce point-là? Écoute, c'est pas facile à dire. Je dirais que le secteur s'est vraiment fourni et professionnalisé. Il y a un post-Covid quand même, en tout cas dans les secteurs de la health tech, je pense. Et on a vu l'émergence de plein de projets. Je pensais aussi à Mocacar que j'ai financé. Je suis très proche aussi des deux fondateurs avec qui j'apprécie beaucoup d'échanger. Donc je crois que le Covid a été quand même un grand accélérateur dans le secteur de la santé, parce qu'on s'est rendu compte que à la fois le digital pouvait être un moyen de résoudre des problématiques physique plus limitante, et qu'il y avait aussi un impact sur notre santé mentale qu'il fallait adresser. Donc voilà, donc c'est vrai qu'il y a eu un grand changement de ce point de vue-là. D'un point de vue des équipes et de la maturité, de façon plus générale, au-delà de la health tech, le monde du digital, c'est quand même vraiment professionnalisé. Quand j'ai démarré, il y a un peu plus de 15 ans maintenant, il n'y avait aucun incubateur, il y avait un accélérateur, il y avait quelques uluberlus comme Pierre Kosciusko-Morizet, Catherine Barba et Gilles Babinet qui traînaient dans la sphère digitale, et puis ça s'arrêtait presque là, quoi. Donc on est beaucoup plus nombreux, il y a eu aussi du coup beaucoup plus de concurrence, mais la concurrence, elle apporte à être meilleure, je crois, et donc plus professionnalisant et professionnel dans son approche. Et puis, il y a quand même beaucoup de fonds qui se sont créés. Il y a beaucoup plus d'argent aussi à disposition. Il y a plus de sorties. Donc, il y a plus de maturité globalement du marché. Merci. Est-ce que tu identifierais des écueils dans lesquels tu es tombé et dans lesquels tu voudrais conseiller aux investisseurs de ne pas tomber? Enfin, une forme de key takeaway sur tes investissements en direct.
Hard to say. Je crois que j'ai fait plus d'une quarantaine d'investissements, donc j'en ai fait beaucoup maintenant. Honnêtement, moi, j'ai pas une approche très professionnelle dans la façon dont je le fais. Comme je le disais, elle est plutôt liée à sectorielle, ce qui me permet d'avoir un minimum de thèse d'investissement, et puis à la qualité de la rencontre et de l'échange que je peux avoir avec les entrepreneurs que je rencontre. Je pense que la seule chose que j'aurais pu mieux faire, parce que je me donne pas un niveau d'exigence très élevé compte tenu du fait que ça reste une activité secondaire, mais ce que j'aurais pu mieux faire, c'est mieux calibrer la taille des tickets que j'investis, sur lequel je crois que j'étais quand même assez au doigt mouillé et le suis toujours un peu s'il faut être honnête. J'essaie d'avoir des tailles de tickets assez standardisées, mais somme toute, j'avais pas au démarrage bien travaillé ma réflexion sur est-ce que je mets un ticket de 25, de 50 ou plus. Je l'ai un peu fait genre, ah bah tiens, si je mettais tant, et puis là, ah bah ok, tu veux tant, bah d'accord. Enfin voilà, j'étais un peu plus dilettante, on va dire, sur ma compréhension de la taille du ticket à investir. Et après, je m'étais donné comme guideline de plutôt être très en early stage et de suivre que si c'était très très pertinent. Et ça, par contre, j'ai bien suivi au bon moment et dans des bonnes conditions, puisque par exemple, j'ai suivi chez Conto ou chez May, ce qui n'a pas été le cas de beaucoup d'autres investissements que j'ai faits, mais où je me suis dit, il faut donner une confiance supplémentaire aux entrepreneurs, et puis c'est une bonne opportunité puisque la valo est encore faible ou acceptable, ou en tout cas dans des conditions sur lesquelles je me sens confiante de top-up. Mais voilà, ça c'est des sujets sur lesquels, du coup, n'étant pas un investisseur professionnel, j'ai mis du temps à comprendre comment bien me positionner, et honnêtement, j'apprends encore toujours. Ouais, tu t'appliques la maxime de double down on winners, quoi, qui est une stratégie que certains mentors, que tu citais tout à l'heure, notamment PKM, se sont appliqués avec succès. Ouais, bien sûr. Ouais. Pierre m'a beaucoup aidé tout au long de ma carrière professionnelle. C'est quelqu'un qui a été très précieux, je dirais, à la fois au démarrage, au moment de la revente, et puis aussi quand j'ai commencé à investir, quand il fallait que je sorte de boîte dans laquelle j'avais investi. Et puis bien sûr, il est actionnaire de Résilience, donc c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime et d'affection, et qui a été un guide très précieux. Ouais. Merci. J'ai juste une dernière question sur l'intelligence artificielle et tous les sujets autour de la tech et notamment de la health tech. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus ? Parce que je crois que tu as aussi un peu investi dans l'intelligence artificielle récemment. Oui, absolument. Récemment, j'ai investi chez Mistral. Je suis très heureuse d'être aux côtés d'Arthur et de son équipe. Là, je l'ai fait vraiment par curiosité intellectuelle, parce que c'est vrai que je me suis dit, j'ai envie d'apprendre, et la meilleure façon, c'est quand même d'apprendre aux côtés de ceux qui font l'intelligence artificielle, ou en tout cas les LLM. Je crois qu'on est vraiment au démarrage, en tout cas d'un point de vue de la health tech, de l'intelligence artificielle. Ce que nous, on essaye de faire chez Résilience, c'est apporter une intelligence supplémentaire sur des actions spécifiques. Donc, par exemple, dans l'application des patients et patientes, il y a du contenu qui est recommandé pour eux, qui utilise un modèle d'intelligence artificielle et qui va permettre d'avoir la meilleure pertinence sur le type de contenu qui est recommandé aux patients, basé sur qui il est, l'historisation des contenus qu'il a consommés, et puis de patients qui lui sont similaires. On a d'autres projets de recherche qui sont, par exemple, sur le fait de prédire des parcours de toxicité, d'effets secondaires, et de transmettre cette information-là à l'infirmière ou l'infirmier qui suit le patient pour mieux anticiper les besoins du patient. Donc, en tout cas, nous, notre approche, elle est vraiment d'ajouter des touches d'intelligence supplémentaires. Et donc, moi, je ne crois pas que l'intelligence artificielle, elle remplace le professionnel de santé. Par contre, elle peut lui permettre de encore mieux faire son travail, et puis répondre à des besoins du patient. Et après, bien sûr, par curiosité intellectuelle, on sait beaucoup et on s'amuse beaucoup avec ChatGPT. Et c'est vrai qu'on a créé, par exemple récemment avec notre directeur médical, Charles, un prompt pour tester la qualité d'échange et donc entraîner le modèle, voir, on lui a expliquer quel type de questions il pouvait poser, la taille des questions, comment ensuite qualifier l'information, la structurer dans un tableau, etc. Et c'est vraiment impressionnant la qualité des résultats et de l'intelligence. Là où c'est plus compliqué, c'est que parfois il peut se mettre à inventer des choses parce que basé sur la connaissance, en fait, il sait pas bien faire. Donc il a on va dire phases d'hallucination, le modèle de GPT, parce que en fait, il sait plus faire la différence entre ce qui est la réalité
réalité, ce qui n'est pas la réalité. Mais en tout cas, c'est hyper pertinent. Et il y avait une étude récemment qui a été publiée dans le JAMA, donc c'est une publication médicale hyper sérieuse, qui a montré que sur un test qui avait été fait entre des patients avec GPT et puis des patients avec des soignants, les patients trouvaient que GPT était plus empathique parce qu'ils ne savaient pas que c'était un modèle d'IA qui était en face. Donc il y a plein de choses à venir. Et donc évidemment, moi je regarde ça avec beaucoup d'attention et de curiosité. Merci Céline. Merci beaucoup. Tu parlais tout à l'heure de mai. Et justement, on a aujourd'hui Cécilia Creusay qui est venue pour nous expliquer déjà ce qu'est mai, comment est-ce que vous êtes rencontrés, et comment est-ce que tu as pu l'accompagner par tes investissements et par ton mentorat. Bonjour Cécilia. Bonjour. Comment ça va ? Très bien, merci. Je suis très reconnaissante à Céline de m'avoir choisie pour être dans ce podcast avec vous. Merci à toi d'être venue. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que tu as rencontré Céline ? Et puis, quel était ton projet à ce moment-là et qu'est-ce qu'elle a apporté à ce beau projet ? Alors moi, j'ai rencontré Céline avant même finalement la création de mai, au tout début de mai. Et dans ce que tu disais, je pense que ça correspondait à cette phase où tu étais en train de sortir de Litchi, où tu commençais à t'intéresser à des questions de santé, de health tech. Et puis, tu avais eu un enfant quelques temps auparavant. Et je pense que la concomitance de ces différents facteurs nous a permis de travailler ensemble. Et en fait, ce que je disais juste avant, je le pense, c'est-à-dire que May, je pense, n'aurait pas existé sans Céline, qui a été que j'avais contactée sur LinkedIn, je crois, à l'époque, en disant voilà, on a ce projet dans la santé digitale qui concerne l'enfance, les premières années de vie. Et Céline a été la première à mettre un ticket dans mai, et donc non seulement elle à nous faire confiance et investir, mais aussi, et je te remercie encore aujourd'hui, à mobiliser un réseau de business angels autour d'elle qui ont été tous nos premiers investisseurs et qui en fait ont fait qu'on a pu lancer notre V0. Donc Céline est vraiment, je dirais, déterminante dans l'histoire de mai. Bon, Céline, tu reçois souvent des messages sur LinkedIn pour des boîtes dans lesquelles tu investis, plein, parce que tu vas recevoir 500 messages. Oui. Mais c'est aussi Julia qui nous avait mis en contact. Oui, t'as raison. Je pense qu'on avait effectivement, c'est vrai. On avait eu une super rencontre avec Cécilia et Antoine, et donc c'est vrai que moi ça m'avait donné. En fait, ça me parlait tellement votre proposition de valeur et puis la façon de le faire que pour moi c'était vraiment une évidence. Oui. Et c'est vrai qu'après, il n'y a pas beaucoup de business angels femmes encore, malheureusement. Donc, je bénéficie de, on va dire, cette force-là ou cette chance-là. Et donc, c'est vrai que j'ai un gros deal flow que j'ai du mal, d'ailleurs, à gérer. Et donc, je ne regarde absolument pas mes mails LinkedIn. Par manque de temps en temps, je fais un petit genre repasse. Mais en fait, c'est vrai que c'est marrant parce que parfois, il suffit de quelques mots, quelque chose de bien tourné et ça accroche le regard. Et puis, voilà, comme tu l'as dit, Cécilia, May était vraiment à la croisière au carrefour plutôt, de tout ce qui, en tout cas, m'intéressait au moment où vous avez eu aussi l'idée. Et puis, je pense quand même une tendance de marché qui s'amorçait avec la possibilité en ligne d'interagir avec des puéricultrices et des professionnels de santé quand on a une inquiétude pour son enfant. Et donc, je me souviens très bien vraiment du pur use case du biberon parce que moi, j'avais moi-même appelé ma pédiatre en catastrophe en disant « Mais c'était un biberon de 90 qu'il fallait faire, il a bu 60, qu'est-ce qu'il faut faire ? Je viens aux urgences. » Enfin, j'étais complètement paniquée. Et donc ça, c'était vraiment l'exemple parfait de ce qui n'aurait jamais dû arriver à ma pédiatre, mais que la question que j'aurais posée à May et dont j'aurais eu tout de suite la réponse « Tout va bien ». Alors justement, Cécilia, parle-nous un peu plus de May. Qu'est-ce que vous faites exactement ? Alors Céline nous a donné quelques infos. Ouais. Elle a un peu disclosé, mais vas-y, je te laisse. C'est vrai que May est née de cette phase un peu particulière de la grossesse, les premières années de vie d'enfant, où en fait c'est une phase où on sursollicite beaucoup le système de santé, où il y a particulièrement un besoin d'accompagnement en santé. Et pourtant, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, les solutions, elles sont plutôt en train de s'amoindrir avec une médecine de ville, où tout le monde l'a bien en tête, mais qui se réduit beaucoup, des familles qui sont plus éloignées. Et en fait, aujourd'hui, les parents, ils ont beaucoup le réflexe Internet. On va beaucoup solliciter Dr Google, mais ce qu'on voit, c'est que les études le montrent, les premières pages de recherche Google ont pour la moitié des résultats de fiabilité pauvres ou très pauvres, parce que globalement, c'est des articles SEO de magazines féminins qui ressortent sur ce type de requêtes. Et donc, en fait, ce qu'on a voulu créer avec May, c'est vraiment un partenaire santé digitale pour les parents. Et donc, en fait, ce qu'ils peuvent faire en téléchargeant l'application, c'est à la fois accéder à beaucoup de contenu qu'on a créé 100% avec des professionnels de santé et qu'on leur pousse, en fait, en fonction
fonction du moment de vie dans lequel ils sont. Et en même temps, et c'était le cas que décrivait Céline, ils ont accès par chat tous les jours de 8h à 22h, donc même les dimanches, les jours fériés, à une équipe de professionnels de santé dans laquelle il y a aujourd'hui des pédiatres, des sages-femmes, des infirmières puéricultrices qui répondent en moyenne en 10-15 minutes à toutes les questions que nous posent les parents. Et donc on a lancé ça il y a 3 ans. Et pour revenir aussi sur cette notion d'investissement, je pense que la thématique qu'on adressait sous son volet e-santé, et on le voit de plus en plus, parle maintenant aussi à des investisseurs, mais les notions de grossesse, postpartum, petite enfance, ça parlait moins des investisseurs. Et je pense que là-dessus, on a eu aussi de la chance de croiser ton chemin, parce qu'on avait beaucoup, nous, au départ, un peu cette notion de... c'est des questions de bonne femme, mais voilà, c'était peut-être moins investisseur-friendly, on va dire, que ce qu'on aurait pu imaginer. Et je pense que là aussi, du coup, le fait que Céline rentre au capital de mai, ça a été déterminant pour nous. Vous avez continué à lever des fonds auprès d'autres business angels après, c'est ça ? Alors, on a au départ fait un pré-seed avec des business angels, et ensuite, le tour d'après, pour le coup, il y a eu des fonds d'investissement qui sont rentrés au capital. Oui, donc vous avez quand même réussi finalement à prouver que ça pouvait parler à tout le monde. Il y a quelque chose qui m'a étonnée dans votre business model, c'était le fait que des soignants soient partants pour passer du temps à répondre à des patients qui ne connaissent pas à distance. Est-ce que c'est compliqué de trouver des professionnels de santé qui sont capables de se mobiliser pour mai ? Alors, c'est une question que je m'étais posée au lancement de mai, parce que je suis moi-même pas soignante, donc je m'étais dit comment est-ce que je vais aller convaincre des pédiatres, des sages-femmes, des puères de bosser avec nous. Et en fait, ça n'a jamais été une difficulté. On croule sous les candidatures de soignantes. Là, je regardais, on a 300 CV aujourd'hui en attente, et on en reçoit, je pense, toutes les semaines. Parce que finalement, au contraire, je pense que les soignants aujourd'hui sont très demandeurs de plusieurs choses qu'on leur permet de faire, de pouvoir bosser dans un environnement qui correspond à leurs valeurs et à leur volonté de pouvoir prendre le temps pour les gens, les accompagner justement avec bienveillance, etc. Parce que dans beaucoup d'environnements professionnels, il est plus difficile de faire parce que, ce qu'on entend tout le temps, c'est vrai, c'est que c'est un environnement qui est très contraint aujourd'hui, l'environnement de la santé. Ils peuvent travailler à distance, ça fait un revenu complémentaire. Et puis aussi, on travaille, nous, essentiellement avec des libéraux. Il y a du coup une équipe de soins, mais aujourd'hui, c'est 80 professionnels de santé qui échangent autour de leurs pratiques, parce que chez May, il y a des sessions d'échange de pratiques, il y a des formations mensuelles, donc il y a tout un collectif finalement qui s'est créé grâce à May et qui, je pense, correspond beaucoup à ce que les soignants recherchent en fait aujourd'hui. Et aujourd'hui, est-ce que vous arrivez à avoir aussi encore un accompagnement individuel par des business angels, ou vous êtes suffisamment autonome, vous avancez, vous êtes combien dans l'équipe d'ailleurs ? Alors aujourd'hui, on est 20 au bureau et il y a 80 professionnels de santé dans l'équipe aussi. Et si on a toujours des relations avec nos business angels, Céline l'évoquait, mais je pense qu'on a aujourd'hui, entre Résilience et May, beaucoup de dimensions en commun. Et donc, c'est toujours hyper riche, que ce soit nous ou même les équipes, en fait, de discuter, parce qu'il y a plein de choses très pratico-pratiques finalement et de quotidien qu'on va retrouver des enjeux qui peuvent être similaires. Et ensuite, parmi nos business angels, on en a toujours qu'on voit régulièrement et qui sont... Je pense que c'est très précieux en fait les business angels parce que y a vraiment cette relation d'entrepreneur à entrepreneur. La plupart du temps, nos business angels sont quasiment tous des entrepreneurs qui ont réussi. Et du coup, il y a cette compréhension et cet alignement quand même la plupart du temps, parce que finalement, les entrepreneurs qu'on a, je pense comme Céline, ont évidemment un intérêt financier et souhaitent notre succès financier, mais il y a aussi ce partage d'aventure, en fait, c'est une vraie aventure quand même, l'entrepreneuriat. Et donc, je dirais que c'est des gens qui nous veulent du bien en tant qu'entrepreneurs et avec qui c'est du coup facile d'aller partager nos difficultés, nos enjeux. Et donc, on a la chance d'avoir toujours des entrepreneurs comme Céline, comme Thierry Petit, comme Alexis Bonillot, qui sont toujours très présents à nos côtés. Et est-ce que tu as des conseils à donner justement à d'autres entrepreneurs qui voudraient adresser des business angels ? Comment est-ce que vous avez réussi à trouver les bons mots justement qu'on pu parler à Céline au moment où vous aviez besoin d'être financé pour vous lancer ? Alors je dirais qu'en tout cas ce qu'il faut se dire, c'est qu'il en suffit entre guillemets d'un, parce que parfois on peut toquer à beaucoup de portes, c'est un peu comme les fonds d'investissement, mais finalement se dire si mon discours marche pas, qu'est-ce que je fais ? Mais en tout cas ce qui a été le cas avec Céline, c'est que
un business angel, en général, et je pense que d'autres entrepreneurs pourront en témoigner, a autour de lui un réseau de business angels qui peut amener. Donc, je pense qu'il ne faut pas se décourager, on va dire, si les premiers à qui on parle ne répondent pas tout de suite positivement, parce qu'en fait, une fois qu'il y en a un, en général, il va aussi nous aider. Et c'est vrai qu'il y a, je pense, quand même beaucoup des sujets de réseau. Et c'est vrai que du coup, quand on n'est pas dans cet univers-là, ça peut paraître être un environnement assez fermé et ça peut être pas très simple à adresser. Mais quand on a une personne ensuite qui décide d'investir dans notre projet, lui, en général, cette personne a ce réseau et va pouvoir aider l'entrepreneur à aller chercher le tour dont il a besoin, quoi. Cécilia, j'ai une dernière question pour toi. C'est quoi vos ambitions avec Mai Projet ? Qu'est-ce qui fera que Mai a réussi, à ton sens ? Peut-être que c'est déjà le cas, mais... Alors non, on a plus d'ambition que ce qu'on fait aujourd'hui. Ça fait 3 ans qu'on existe. Aujourd'hui, il y a 75 000 utilisateurs qui, chaque mois, utilisent l'application. Et c'est vrai qu'on a déjà des premières formes de succès, à mon sens, qui sont que plus de 90% d'entre eux se sentent plus confiants dans leur vie de parents grâce à Mai. Et moi, ça, je trouve que c'est la confiance en tant que parent. Je pense que pour les parents qui nous écoutent, on sait que c'est pas facile de se sentir confiant dans notre rôle de parent au quotidien. Il y en a plus de 95% qui nous disent qu'ils sont moins stressés grâce à Mai, 85% qui sollicitent mieux le système de santé grâce à l'utilisation de Mai. Et on le voit dans l'usage parce que nos abonnés, ils passent aujourd'hui plus de 100 minutes par semaine sur l'app. Donc c'est énorme pour une application mobile qui n'est pas un réseau social ou un média. Donc il y a ces premiers éléments de satisfaction pour nous, mais l'ambition, c'est vraiment de pouvoir adresser le problème beaucoup plus massivement. Et donc, on a beaucoup d'enjeux de croissance pour toucher tous les parents et futurs parents. Et aussi un vrai enjeu qui est venu en fait par nos utilisatrices, puisqu'on a majoritairement des femmes, très majoritairement des femmes utilisatrices, qui nous disent qu'en fait, elles perçoivent que Mai est à la fois très légitime et très bien placée pour aussi adresser beaucoup d'enjeux autour de la santé de la femme. En fait, elles nous connaissent beaucoup par la grossesse, ensuite elles accouchent, et puis finalement, il y a les enjeux, il y a toutes les questions autour du postpartum, et puis quelle contraception on remet en place, et puis en fait, elles se sont habituées à avoir une équipe de sages-femmes disponibles, et donc pour leurs questions gynéco, et en fait, elles vont finalement s'adresser à Mai. Et donc, on est un peu en train d'opérer ce virage, de se dire que nous qui nous décrivions comme le partenaire santé des parents, en tout cas vraiment cet enjeu de parentalité, on devient vraiment le partenaire santé des femmes et des familles. Et un des premiers éléments qui va matérialiser ça là, dans quelques semaines, c'est qu'on va sortir un suivi de cycle menstruel, on va aller sur des sujets dans quelques mois de préconceptionnel autour d'enjeux de fertilité. Et donc ça, c'est un de nos gros défis des prochains mois. Est-ce que vous avez regardé aussi un petit peu les sujets de la ménopause ou pas du tout ? Parce que c'est Alors c'est encore un peu loin. Ouais. Je pense que tout ce qui va être première règle et ménopause, c'est des sujets qu'on va pas adresser tout de suite, parce que nous, les gens nous connaissent autour de l'aventure, de la maternité, de la parentalité, et que nous, on est un service qui est 100% aujourd'hui ou quasiment en B2C. Après, effectivement, des boîtes qui ont des business models proches des nôtres, plutôt dans les pays anglo-saxons et qui sont dans du B2B, adressent effectivement aussi des questions de ménopause, mais c'est pas à l'ordre du jour chez Méo. Ok. J'ai une dernière question pour toutes les deux. Après, on clôturera cet entretien, mais j'aurais aimé que chacune, vous puissiez nous donner un conseil pour se former, notamment si on veut aller plus loin sur ces sujets d'health tech, si on veut aller plus loin sur des sujets d'entrepreneuriat ou d'investissement. Céline, je te laisse commencer. Pas facile comme question. Disons que si on est curieux du sujet health tech, je pense que, et d'ailleurs c'est assez vrai pour les deux autres sujets, mais d'essayer de consommer beaucoup de contenu, faire beaucoup de rencontres, essayer de vraiment dresser un panorama. En tout cas, moi, à chaque fois que j'ai entrepris ou démarré des projets, la première chose que j'ai fait, c'est les 100 interviews, quoi. C'est 100 interviews. Donc, c'est un peu la théorie des Miller, quoi. Les 100 interviews de femmes et hommes qui sont dans ce secteur. Et donc, moi, j'avais rencontré au début de Résilience 100 patients. Et puis, on avait fait ça avec Jonathan et 100 professionnels de santé pour essayer de comprendre un tout petit peu l'écosystème et quel est le pain point ou les pain points qu'on peut adresser, résoudre. Donc moi je dirais que
un bon conseil que parfois les entrepreneurs ont du mal à mettre en œuvre, c'est d'aller au contact de ceux qui deviendront leurs patients, leurs clients, leurs interlocuteurs, et de ne pas avoir peur de dire voilà, je sais pas, est-ce que je peux te prendre un peu de temps? Et il faut être assez malin, c'est-à-dire pas prendre trop de temps, ça peut être 30 minutes, un échange même court, mais essayer d'apprendre des autres, lire, il y a beaucoup de podcasts, il y a pas mal de conférences aussi sur la health tech qui se font, il y a le Paris Santé Campus, il y a aussi des lieux de rencontre. Donc je dirais, il faut sortir de chez soi, quoi. C'est basique, mais c'est quand même très efficace. Ok, top, le conseil des 100 interviews. Ouais. On retiendra ça. Et toi, Cécilia, est-ce que tu as un conseil? C'est une question qui est difficile. Moi, j'irai un peu dans le prolongement de Céline parce que je pense que j'ai jamais finalement... en tout cas, quand j'ai lancé ma boîte, j'ai pas regardé je sais pas, des interviews très généralistes sur qu'est-ce que l'entrepreneuriat. Moi, comme toi, je suis assez dans le faire, en fait. Je pense qu'on apprend beaucoup en faisant. Et presque, je dirais, de ne pas perdre trop de temps à se former et de tout de suite être dans l'action parce que finalement, l'apprentissage, il se fait au contact des utilisateurs, nous, des utilisateurs, ça peut être des patients, des clients. Et après, je trouve qu'il y a au fur et à mesure de l'aventure entrepreneuriale, il y a plutôt des sujets à craquer. Et c'est là, par contre, qu'on va aller chercher spécifiquement des réponses. Et je dirais que là-dessus, les business angels peuvent être extrêmement utiles parce que quand on a une question, ils connaissent souvent la personne, soit eux-mêmes, soit ils connaissent souvent la bonne personne qui pourra nous aider. Donc, je dirais de se former plutôt dans les rencontres de personnes qui ont vécu, qui ont traversé les mêmes difficultés ou qui ont vécu les mêmes choses que ce qu'on est en train de traverser soi. Ok, donc plutôt de la formation pratique plus que de la formation théorique en amont. Ouais, moi j'avoue que j'ai jamais, sinon je suis plutôt partisane de ça. Ok, top. Merci beaucoup à toutes les deux et puis à très vite. Merci Aurore. Merci. Voilà, Just Focus c'est terminé pour aujourd'hui. Un grand merci à Sapiens, premier family office digital qui a rendu possible sa réalisation. Si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez le soutenir, il existe plusieurs manières de le faire. Parlez-en autour de vous et partagez-le largement sur les réseaux sociaux. Pensez à mettre un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast et bien sûr, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes. Dans le prochain épisode, j'aurai la joie d'accueillir Lucie Bache, fondatrice de Too Good To Go, l'application qui met en relation des commerçants ayant des invendus en fin de journée avec des consommateurs. Véritable pourfendeuse du gaspillage alimentaire, présente en France mais aussi à l'international, elle est à l'origine d'un des plus gros succès entrepreneuriaux de cette décennie. On se retrouve la semaine prochaine.